Je vais vous présenter, je m'appelle Martine Médinger, je suis prof de communication professionnelle donc pour l'UE13. Je vais vous présenter l'oral de l'UE13. Je ne sais pas trop quel est votre niveau par rapport à l'UE13. Donc je vais partir du principe que vous avez déjà déposé votre rapport, sinon vous ne seriez pas là ce soir. Je vais vous expliquer juste les attentes par rapport par rapport à l'oral. S'il y a des questions, en fait, on pourra y répondre. Enfin, je pourrai y répondre ensuite. Alors, attendez, il faut d'abord que je vous partage mon écran. Je fais ça tout de suite. Je vois plus ma barre de présentation. Partager, ça y est. Hop, voilà. Alors. Donc là, je vous partage mon écran. Ce serait bien que j'ai... Hop, j'aimerais voir quand même le lien Zoom, si jamais il y a des questions. Comment préparer, présenter l'oral de l'UE13? Ce sont les questions auxquelles je vais répondre ce soir. On va d'abord voir la présentation, je vais vous présenter l'épreuve et son déroulement, le fond et la forme de la présentation orale, les questions possibles et l'attitude face aux questions du jury. Et ensuite, il y aura une phase de questions-réponses. Au niveau du déroulement de l'épreuve, l'épreuve dure au total 1 heure. Pendant cette heure-là, en fait, vous, candidat, vous devez parler sans être interrompu par le jury pendant 15 à 20 minutes. J'ai oublié de vous préciser que le support vous sera remis à l'issue de la présentation. Prenez juste des notes et ne vous attachez pas à recopier tout ce que j'écris puisque je vais vous le communiquer. L'épreuve dure au total 1 heure. Lorsque l'épreuve démarre, bien évidemment, le jury vous demande de donner soit à ce moment-là, soit en amont, votre pièce d'identité, votre convocation, et vous vous asseyez pour présenter à l'oral votre rapport de stage pendant 15 à 20 minutes. Donc 20 minutes, c'est un maximum. C'est-à-dire que si vous parlez, à partir du moment où vous commencez à attaquer votre 19e minute, le jury vous dira, vous avez 1 minute pour conclure votre exposé. Donc, euh, il va falloir que vous vous entraîniez à ne pas dépasser ce temps. Par ailleurs, le jury se lasse si l'oral est trop long. Essayez de ne pas, il serait bien d'essayer de ne pas dépasser 15 à 16 minutes d'oral. Si vous faites un oral de 12 à 13 minutes, c'est aussi risqué parce que c'est un peu court. Voilà. Bon, 13 minutes, ça va aller, mais pas en dessous, quoi. Il faut, suite à cette présentation devant le jury, vous aurez un échange, donc une phase de questions-réponses qui durera entre 20 et 30 minutes. C'est-à-dire que plus votre oral sera court, enfin, si vous faites par exemple un oral de 10 minutes, alors là, vous allez avoir 30 minutes de questions et c'est long, 30 minutes de questions. Donc une bonne moyenne, c'est de faire 15 minutes d'oral, 25 minutes de questions. À l'issue de ces 40-45 minutes, le jury libère le candidat, puis il prend un temps pour délibérer. Et donc, vous attribuez une note, hein. Le jury prend un temps de 10-15 minutes ensuite, mais donc ce temps ne vous appartient plus. Le jury, je pense que vous le savez, est composé à la fois d'un professeur qui enseigne normalement le lieu de communication professionnelle, mais ce n'est pas... Alors, je vois qu'il y a des questions qui démarrent. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout vous présenter. Vous pouvez écrire toutes vos questions
Et puis, on verra donc, parce que là, par exemple, je vois une question, mais j'y réponds quelques diapos plus loin. Donc, je ne vais pas lire les questions pour le moment. Notez toutes les questions qui se présentent. Surtout si à un moment vous m'entendez plus ou s'il n'y a plus le diaporama, là, par contre, voilà, intervenez afin que je m'arrête, hein, que je reprenne l'aspect technique. Et je prendrai donc toutes vos questions à la fin. Mais n'hésitez pas à les noter, on verra si j'ai répondu à tout. Donc le jury est composé à la fois d'un professeur qui normalement enseigne l'UE de communication professionnelle, mais parfois il n'enseigne pas l'UE de communication professionnelle. Donc normalement il a été briefé quand même parce qu'il y a une harmonisation. Et par un professionnel qui est en général expert comptable. Enfin, pas de niveau inférieur en tout cas. Les points pratiques, donc plusieurs candidats sont convoqués à la même heure, c'est-à-dire que soit vous êtes convoqué le matin, soit vous êtes convoqué l'après-midi. L'oral dure 1 heure, euh, donc ben, vous pouvez être quatre candidats convoqués en même temps pour 8 ou 9 heures le matin. Et vous devez en fait attendre que le jury vous appelle dans le couloir. Vous n'avez pas de temps de préparation. Mais quand le jury vous appelle, il faut immédiatement rentrer et parler. Donc, je vous conseille de rester concentré dans le couloir en attendant que le jury vous appelle. Le jury n'a reçu que des rapports en PDF. Alors, moi, j'enseigne dans l'Académie de Toulouse. C'est vrai dans l'Académie de Toulouse, mais je pense que c'est vrai dans toutes les académies. Donc ça, ben, dites-moi si vous avez ou pas envoyé votre... Enfin, dites-moi si vous n'avez pas envoyé votre rapport en PDF. Euh, mais en fait, donc le jury a lu votre rapport sur un PDF, mais il serait bien, même si ce n'est pas obligatoire, de venir avec au moins 2 rapports imprimés. Alors, je vous explique dès maintenant pourquoi, parce qu'en fait, le jury, enfin, c'est plus facile quand on a des choses à... C'est plus facile pour feuilleter de travailler sur un rapport imprimé, même si on a déjà lu. Il vous faut aussi un rapport pour vous parce que le jury peut vous dire page 28, vous avez dit que. Et donc, bah, si vous avez la page 28 sous les yeux, enfin, vous pouvez plus facilement la rechercher sur un rapport imprimé. C'est quand même préférable. Par ailleurs, avoir le rapport imprimé va vous permettre de mettre mais si vous voulez mettre des post-it, des notes, des renvoyer au jury pendant que vous parlez, vous direz, ben, comme je l'ai expliqué, page 12. Et donc, le jury va prendre la page 12, comme je vous l'ai expliqué, page, etc. Donc, c'est quand même bien d'imprimer des rapports, au moins un pour le jury qui peut le partager à deux et un pour le candidat. Vous devez présenter votre oral à l'aide d'un diaporama. Donc, cette présentation à l'oral à l'aide d'un diaporama n'est pas obligatoire, mais c'est tout de même vivement conseillé d'avoir un diaporama. C'est quand même beaucoup plus facile pour suivre d'avoir un diaporama sous les yeux. Mais en fait, alors, qu'est-ce qui se passe? On ne va pas vous interdire de ne pas avoir de diaporama, de présentation. Vous allez pouvoir quand même présenter, mais c'est un exercice de communication. Et donc, on pourra ben, vous reprocher l'absence du diaporama en disant que c'était quand même pas très évident de vous suivre. Le diaporama, vous allez le présenter Il y a 2 possibilités pour le présenter. Soit vous êtes assis et vous le présentez à l'aide d'un ordinateur portable ou d'une tablette, mais le matériel n'est pas fourni par le centre d'examen. Donc c'est à vous d'apporter votre matériel, donc du matériel qui fonctionne. Je vous conseille vraiment de préparer l'ouverture de votre diaporama dans le couloir en attendant. Alors, point pratique, parfois en fait, vous avez par exemple votre diaporama, vous l'avez fait sous Google, et vous n'arrivez pas à vous connecter, le Wi-Fi fonctionne pas, vous n'arrivez pas à accéder. Alors au Google, pas forcément Google, mais plutôt des trucs qui dépendent de ça, donc genre type Canva. Et votre présentation, vous l'avez que elle télécharge pas, il vous envoie un lien que vous recevez pas. Enfin bref, donc tout ça c'est du stress, c'est un peu inutile. Euh, Essayez de récupérer votre diaporama.
sur quelque chose qui pourrait être, enfin voilà, donc vous êtes sûr que vous pourrez le lire. Je me souviens aussi avoir interrogé une candidate qui avait un vieil ordinateur très très vieux et elle l'avait pas allumé. Elle est rentrée dans la salle, elle a attendu d'être assise pour l'allumer. Et donc, quand elle a allumé, il s'est passé, je sais pas, on a dû attendre au moins 3 minutes. Donc là, en fait, eh ben, on a fait sortir la candidate de la salle parce que vous comprenez bien qu'on peut pas attendre 10 minutes qu'un ordinateur s'allume. Donc elle est sortie, elle a dû tout repréparer à l'extérieur et ensuite re-rentrer. Enfin bref, ce sont des situations stressantes. Donc venez avec du matériel qui fonctionne. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un ordinateur, mais sachez que si vous venez avec une clé, on vous la laissera pas forcément diffuser. Donc, si vous n'avez pas d'ordinateur, vous n'êtes pas interdit d'examen. Vous pouvez venir avec un paperboard de table. Un paperboard, c'est ça. C'est-à-dire, c'est une espèce de chevalet classeur que vous positionnez avec vos feuilles, vous imprimez votre diaporama et vous pouvez le tourner de cette façon-là. C'est comme ça qu'on faisait avant la généralisation des ordinateurs et des tablettes. Vous présentez votre diaporama en étant assis face au jury, c'est-à-dire qu'il y a concrètement, il y a deux tables, enfin il y a enfin, je vais dire deux tables face à face, hein. Le jury est d'un côté des tables là, et vous êtes de l'autre côté. Donc, vous êtes assis face au jury. Vous devez orienter ou le support de façon à présenter facilement. Donc, quand vous vous entraînez, ben, entraînez-vous pour présenter votre support de façon simple, pour enfin, positionner votre support de façon simple pour que tout le monde le voit et que vous le voyez vous aussi. J'ai des étudiants parfois qui me disent est-ce qu'on peut mettre un double écran, quelque chose, enfin en gros, où eux ils voient ce qu'ils projettent et où en plus le jury voit bien. Oui, si vous voulez, si vous êtes très très équipé, vous pouvez faire ça. Il n'y a pas de souci, mais quand on présente à deux personnes, en général, c'est quand même très simple de positionner son équipement. Vous avez droit à toutes les notes que vous voulez, vous avez droit à votre rapport. Euh, Voilà, vous n'allez pas avoir droit, je vais dire, à votre téléphone, mais vous pouvez prendre toutes les notes que vous voulez. Attention, ça peut être un piège, hein, parce que si vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup écrit, alors là, enfin, c'est un vrai, vrai piège. On va en discuter tout à l'heure. Les erreurs à éviter, les conseils. Donc, l'épreuve de communication professionnelle est avant tout une épreuve de communication. C'est-à-dire que ce que l'on teste en numéro un, c'est votre capacité à communiquer. Ce qui veut dire qu'on attend de vous des qualités de communication. Donc, bon, c'est une évidence, mais au niveau de la tenue, il faut que votre tenue soit adaptée. Donc, vous ne venez pas en short. Au niveau de... Alors, vous venez pas en short, mais vous venez pas non plus en étant, je vais dire, déguisé. Si on vous demande pas de venir avec une cravate si vous n'en mettez jamais, on ne vous demande pas de venir forcément avec une chemise plus une veste si il fait chaud, vous vous sentez étriqué là-dedans, vous vous sentez pas bien avec le stress, vous transpirez, enfin bref, je vous passe les détails. Donc, venez avec une tenue dans laquelle vous êtes à l'aise. Si la chemise, si c'est désagréable d'être dans la chemise, que vous transpirez, etc., mettez un polo. Enfin, vous n'êtes pas obligé de venir, donc ne venez pas avec un débardeur ou un Marcel, mais vous pouvez tout à fait venir en fait avec un polo, enfin quelque chose de propre, en tout cas, prenez une tenue dans laquelle vous êtes à l'aise. La veste, vous n'êtes pas obligé de mettre un costume. Vous devez être dans l'échange avec le jury, même pendant la présentation par le candidat, ce qui veut dire que vous ne devez pas lire. Si, si ce soir, pour faire ce live, je vous lis un texte, je pense que vous allez très très vite décrocher, vous n'allez pas m'écouter.
Et c'est vrai pour tout exercice de communication, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on lit quelque chose, on ne nous écoute plus. En plus, on peut... Alors certes, on va me dire oui, mais c'est plus parfait. Enfin, je vous dis ce que me disent mes étudiants, parce que j'ai quand même un peu l'habitude. Ils vont me dire oui, mais en fait, on le lit parce que ça va nous rassurer. Si vous lisez, vous allez avoir des mots qui vont être certainement plus parfaits que si vous ne lisez pas et que vous vous exprimez simplement. Mais on vous demande pas, en fait, d'écrire là. C'est un exercice de communication orale. Donc, dans un exercice de communication orale, on n'a pas un vocabulaire aussi parfait que quand on lit un écrit. Mais ça fait partie de l'exercice. En tout cas, le fait de ne pas lire facilite l'échange. Donc, vous ne devez absolument pas lire. Attention quand même au vocabulaire, hein. Donc, parfois, j'ai déjà entendu des vachements, voilà, des termes qui sont quand même pas très adaptés. Mais on vous demande pas non plus d'avoir un vocabulaire hyper soutenu puisque vous êtes à l'oral. Donc, ne pas lire ne signifie pas apprendre par cœur, c'est-à-dire ne vous dites pas, puisque je ne peux pas lire, je vais tout apprendre par cœur et quand j'aurai appris par cœur, ça ira. Non, parce que si vous apprenez par cœur, vous ne serez plus dans l'échange. Donc, c'est pas convenable non plus. Alors, comment faire? Ben déjà, il faut s'entraîner. Vous allez parler d'un sujet que normalement vous connaissez. Vous savez très bien de quel sujet vous allez parler. C'est vous qui l'avez choisi. Donc, à partir du moment où vous savez de quel sujet vous voulez parler, il ne doit pas y avoir de souci pour en parler. Donc, vous n'avez pas besoin ni de le lire, ni de l'apprendre par cœur. Et si vous avez des chiffres à reprendre, ben, ils peuvent être écrits sur votre support. Vous devez regarder les deux personnes du jury. Donc, attention à ça. Vous allez très vite repérer qui est le prof, qui est le professionnel. Si vous vous dites, bah, tiens, j'aime bien le prof ou j'aime bien le professionnel, ou il peut même y avoir un des deux qui soit un peu piégeux parce que, par exemple, bah, il peut écrire des choses, il peut refaire quelque chose qui vous donne l'impression qu'il ne vous écoute pas. Ce n'est pas parce qu'il vous donne l'impression de ne pas vous écouter qu'il ne vous écoute pas. Attention à ça. Et vous devez toujours continuer à regarder les deux personnes du jury, même si vous avez l'impression qu'il n'y en a qu'une qui vous écoute ou qu'il n'y en a qu'une qui vous plaît. Et lorsque le jury pose des questions, vous devez rester dans une attitude d'échange. Vous ne devez pas vous fermer. Donc ça, c'est super important. Euh, les questions, je vais en reparler tout à l'heure, peuvent être très difficiles. Difficiles difficiles parce qu'elles vont être très techniques. Elles sont souvent très, très techniques. On vous pousse un peu dans vos retranchements. Et donc, c'est à ce moment-là que vous pouvez être dans une attitude qui peut parfois être très agressive, quoi. En fait, les candidats, si parfois ils pouvaient nous dire maintenant vous me saoulez avec vos questions, ils nous le diraient, mais on le comprend on le comprend dans les échanges hein, qu'on les agace. Mais ce n'est pas, enfin, il faut quand même toujours penser à communiquer. C'est l'objectif de l'exercice, continuer à communiquer et être dans une attitude d'échange. Vous ne devez pas vous fermer. Pour éviter de lire, vous devez préparer des notes. Donc, préparer des notes, j'insiste, et pas préparer des phrases. Si vous avez des phrases écrites, vous allez lire vos phrases. C'est obligatoire. Donc, pour ne pas lire de phrases, ben, la meilleure solution, c'est de ne pas en écrire. Voilà. Donc, vous ne devez pas écrire de phrases, comme ça, vous serez obligé de lire, d'en créer vous-même. Je vous donne un exemple de fiche. Donc, vous faites une fiche en notant juste quelques idées, c'est-à-dire, par exemple, que pour l'intro, vous écrivez le contexte. Donc, on va en discuter du contexte, mais le contexte, c'est très, très, très important. C'est-à-dire que c'est un lien avec le cas que vous étudiez, que vous avez choisi de développer dans votre thème. Et donc, vous allez dire, ben, je prends l'exemple de la SARL, je sais pas moi, qui s'appelle Boucher. Et cette SARL a été créée en telle année.
Vous expliquez clairement comment elle est composée, quelles sont enfin, son activité, etc. Et aujourd'hui, en fait, ben, il s'agit de le gérant veut prendre la retraite. Je sais pas, enfin, je prends un exemple. Je sais pas ce que vous avez développé dans votre cas, mais en tout cas, c'est super important de partir du contexte. Vous devez vraiment en fait, même si vous l'avez pas fait à l'écrit, si vous me dites mince à l'écrit finalement, j'ai pas fait quelque chose comme ça, ben rattrapez-vous avec l'oral et à l'oral, présentez vraiment le contexte de votre cas étudié afin que l'on comprenne le problème qui se pose. Donc à ce moment-là, vous allez poser votre problématique et vous allez proposer le plan pour répondre à cette problématique. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Donc, votre fiche, en fait, vous écrivez le contexte avec quelques mots. La problématique, bon, là, par contre, vous pouvez la rédiger, mais de toute façon, elle sera rédigée dans votre support PowerPoint. Et le plan, en fait, vous annoncez à l'oral juste le grand 1, le grand 2. Enfin, vous n'allez pas dans le plan du détail à l'oral. Le plan détaillé est à l'écrit. Vous pouvez faire en fait un plan détaillé ensuite, mais dans votre introduction, en fait, le plan, enfin l'annonce du plan va durer, je sais pas moi, peut-être 20 secondes, 30 secondes. Vous n'allez pas y passer du temps. Ce sur quoi vous allez passer du temps, c'est sur le contexte et la problématique. Au niveau du développement, c'est pareil, en fait, vous notez juste quelques idées. Donc avec, je veux parler de ça, j'illustre avec ça, je fais la transition. Vous ne notez pas des phrases complètes. Et pour la conclusion, c'est pareil. Donc pour éviter de lire, je vous ai dit qu'il fallait préparer des notes et pas faire de phrases. Et pour éviter de lire, je vous conseille de préparer un diaporama efficace. Donc on va voir dans le grand 2 qu'est-ce que c'est qu'un diaporama efficace. Donc le fond et la forme de votre présentation. Au niveau du fond, l'exposé va durer 15 minutes environ. Donc, pendant ces 15 minutes, vous devez très rapidement présenter l'entreprise d'accueil, 1 ou 2 minutes. Donc, l'entreprise d'accueil, ça va être très, très rapide, hein. Donc, c'est vraiment juste pour situer le contexte de votre cas ensuite. Si vous avez fait votre stage dans 2 organismes différents, vous ne présentez pas les deux, vous en présentez juste un. Donc, un, en général, c'est celui dans lequel, enfin, en lien avec votre thème. Vous ne présentez pas votre processus. Donc ça, c'est super important. Vous avez mis un processus, dans votre rapport, mais vous ne le présentez pas. Et vous présentez le thème. Donc le thème sur le temps restant. Donc, très important, vous devez bien, bien, bien présenter le contexte du cas étudié dans le thème. Donc, pour ça, en fait, ben, je ne sais pas trop quels sont vos cas, mais on pourra s'entraîner là-dessus. Je pourrais répondre à vos questions, on pourrait faire des entraînements peut-être aussi. Euh, donc, voilà, je répondrai vraiment au cas par cas, là. Pour la soutenance orale, soit au niveau de votre thème. Vous avez 2 possibilités, c'est-à-dire qu'à l'écrit, vous avez rendu votre rapport. Bon, voilà, ça c'est terminé. Soit en fait, au niveau de l'oral, vous reprenez la problématique, le plan et tout le développement de votre rapport, c'est-à-dire que vous faites un oral conforme à votre rapport. Donc, vous avez choisi telle problématique, tel plan, et vous l'avez développé de cette façon-là, et vous reprenez exactement ce que vous avez fait. Soit, en fait, vous choisissez de développer uniquement certains points de votre rapport que vous jugez intéressants. Je prends un exemple. Si je regarde juste une chose. Euh,
Si par exemple, en fait, vous, au niveau de votre écrit, vous avez passé beaucoup de temps à expliquer de la théorie et que vous choisissez à l'oral de ne plus réexpliquer toute cette théorie parce qu'en fait, vous ne réussirez jamais, ne serait-ce que pour une raison de timing, à rentrer dans les 15 minutes imposées au total, donc on va dire 13 14 minutes sur le rapport, enfin sur le thème. Ben dans ce cas-là, en fait, vous dites, pour répondre à cette question, enfin voilà, j'ai répondu, vous faites, mettons, vous aviez par exemple dans votre écrit un grand 1 très théorique et un grand 2 beaucoup plus pratique, et vous avez équilibré le grand 1 et le grand 2 au niveau du nombre de pages. Et là, vous choisissez lors de l'oral, euh, et donc dans ce grand 2 vous aviez un grand A et un grand B. Et vous choisissez en fait lors de l'oral de faire votre grand 1 théorique beaucoup plus court en disant, en reprenant, je vais dire, les points clés et en disant, je vous renvoie à la page tant de mon rapport, à la page tant, à la page tant. Et en fait, vous choisissez de consacrer l'essentiel de votre temps à la pratique. Et c'est beaucoup plus apprécié la pratique que la théorie. Et dans ce cas-là, vous pouvez par exemple transformer le grand 2 qui était grand 2, grand A et grand 2, grand B en un grand 2 et un grand 3. J'espère que je suis assez claire dans mes propos. Sinon, vous me le dites et je réexpliquerai ça. Ce qui veut dire que vous pouvez choisir à l'oral de pratiquement plus faire de théorie, voire de ne plus en faire du tout, en disant dès l'intro, c'est-à-dire que dans l'intro, vous expliquez votre choix, vous avez conservé le même contexte, vous avez conservé le même texte, le même thème, pardon, mais vous choisissez de l'aborder sous un angle différent. C'est-à-dire qu'à l'écrit, vous avez fait et la théorie et la pratique, et vous choisissez à l'oral de davantage développer la pratique. Ou alors, donc ça c'est une possibilité, ou alors lorsque vous avez rendu votre thème, votre rapport au mois de février, il y avait des décisions qui n'étaient pas prises encore. La situation a évolué depuis et vous voulez en fait en parler à l'oral. Vous voulez prendre du temps à l'oral pour expliquer des choses. Et donc, vous n'allez pas pouvoir enfin, reprendre tout votre rapport. Et donc, vous choisissez à l'oral de faire une soutenance différente. C'est tout à fait possible et je dirais même que c'est valorisé en fait. Ce n'est pas une obligation, hein. Mais c'est tout à fait possible. En tout cas, si vous êtes coincé au niveau du timing pour rentrer dans le grand 1, le grand 2, enfin, pour rentrer dans les mêmes clous que ce que vous aviez défini et dans le même timing, ben, c'est tout à fait possible de faire des choix. Un point important, si vous vous rendez compte que dans votre rapport, vous avez fait des erreurs et votre rapport, vous l'avez rendu. Ou vous avez oublié de parler de quelque chose. Donc vous avez en fait un erratum à faire par rapport au rapport. Ou alors vous avez une actualisation juridique. Vous pouvez tout à fait en fait, je vais dire, faire comme les supermarchés qui vous distribuent en fait un catalogue et qui vous glissent une feuille erratum en page tant, il fallait lire ça. Donc préparez une feuille ou faire une actualisation et vous la donnez au jury en arrivant. Donc faire un erratum, du coup, vous va vous excuser, en fait, on va dire, ah, il s'est rendu compte, enfin, il s'est rendu compte que il y a l'erreur. Et si vous faites une actualisation, c'est très bien vu parce que du coup, cela signifie que vous avez, enfin, c'est très professionnel en fait, de faire une actualisation juridique, de montrer qu'on a continué à s'intéresser au thème et qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui avaient évolué entre le mois de février et aujourd'hui, mois de juin. Au niveau de la forme, vous ne devez pas parler trop vite. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout avec le stress. Mais plus vous parlerez vite, plus vous allez communiquer votre stress au jury. Donc, faites des exercices de sophrologie. Euh, voilà, prenez des choses pour vous calmer, de la mélisse, de l'homéopathie, ce que vous voulez.
Mais prenez le temps de bien expliquer les choses calmement. Ne prenez pas un stylo sur lequel vous allez faire un clic, 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 là, enfin, les quatre couleurs. Ce que vous pouvez faire pour vous calmer, ben, ne serait-ce que tenir la table. Si vous tenez les tranchants de votre table, ça va vous permettre d'évacuer une partie du stress dans un autre objet. Donc prenez le temps de bien expliquer les choses, de parler calmement. Si vous êtes de stressé, vous allez communiquer le stress au jury. Les qualités d'un diaporama efficace. Donc, un diaporama de soutenance n'est pas un cours, ce qui veut dire que je vous demande de ne pas vous inspirer du diaporama que je vous fais ce soir pour créer votre propre diaporama, puisque l'objectif de mon diaporama n'est pas de faire une soutenance de stage. Certes, je cherche à capter un auditoire, mais je cherche à capter un auditoire auquel je vais communiquer des informations, je vais communiquer un savoir. Alors que vous, lorsque vous allez faire votre soutenance de stage, vous n'allez pas communiquer de savoir au jury. Le jury a déjà normalement le savoir que vous allez exposer. Donc vous n'allez pas communiquer un savoir. Vous allez devoir communiquer des informations, mais ce n'est pas un savoir. Donc vous avez besoin d'écrire beaucoup moins de choses que ce que moi j'ai fait. Moi, je crée en fait quelque chose dans l'objectif de vous transmettre de vous transmettre un savoir et donc un savoir que vous pourrez réutiliser. Le jury ne va pas réutiliser les informations que vous lui transmettez. Ce qui signifie que, alors vous allez vous remarquer que je n'ai pas fait de phrase, hein. Je n'ai pas écrit par exemple, il faut prendre le temps de bien expliquer les choses. J'ai juste écrit prendre le temps. Mais vous, en fait, vous allez devoir encore moins faire de phrases ou alors très très peu. Vous devez, alors ça aussi c'est important, compter 1 minute max par diapo. Donc 1 minute max ou moins, enfin moins. Après, il faut pas que ça devienne non plus la télé avec je ne sais combien d'images à la seconde. Vous devez en fait, enfin à la minute, vous devez en fait compter 1 minute max par diapo, ce qui veut dire que si vous avez une diapo sur laquelle vous passez 3 minutes, c'est que votre diapo, en fait, il y a beaucoup trop d'informations et qu'il va falloir la séparer en plusieurs diapos. Et vous devez faire un maximum de schémas, de tableaux, de graphiques, de tout ça. Je vais vous donner des illustrations. Là, vous voyez, je prends un exemple en fait d'un étudiant qui voulait expliquer un contexte de départ. Donc ça, on était en fait dans l'intro, hein. Donc plutôt comme de me faire plein de phrases pour m'expliquer le schéma, enfin, pour m'expliquer en fait ce qui se passait entre la SARL électrique, l'entreprise individuelle Dupont et la SCI Dupont, en fait, ce candidat a tout représenté sous forme de schéma. Et vous pouvez, et donc bien évidemment, il suffit pas juste d'afficher le schéma. J'affiche le schéma qui d'ailleurs peut venir, ça peut être d'abord la SARL électrique, puis ensuite le lit, enfin bref, peut-être que toutes les choses n'arrivent pas en même temps. Et donc, le candidat explique le problème qui se pose. Enfin, là, c'était pas, c'était une transmission de patrimoine. Donc, enfin, je sais plus du tout de quel problème il s'agissait, mais en tout cas, si vous représentez votre problème sous forme schématique, c'est beaucoup plus efficace que si vous me mettez plein de phrases. Et du coup, vous ne lirez pas. Vous vous expliquerez et on vous écoutera. Un autre support, donc là, je suis toujours en fait avec le même sujet. Et donc, ben là, pour expliquer le problème, je montre avant-projet ce qui se passe et l'objectif de mon projet. Donc là, pareil, je sais plus, je crois que j'en étais dans la phase de choix. Et donc, dans la phase de choix, plutôt que de mettre beaucoup de texte,
ben vous mettez en fait des tableaux, des graphiques. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut faire que des tableaux et que des graphiques, mais il faut en faire un maximum possible. Là, pour être encore plus efficace, ce que ce candidat aurait pu faire, c'est en fait afficher euh, afficher les montants en arrondi en fait. C'est-à-dire qu'au lieu d'écrire 29 598,5, écrire environ 29 600 ou environ 59 200, ben, ça nous permet en fait de retenir. Enfin, on retient beaucoup plus facilement les montants. Donc toujours là, dans la même idée de présentation, en fait, ben, si on utilise l'abattement de 5 000 € par parent, donc vous voyez l'abattement, euh, sans le pacte du Trade, on consomme 38 725 € de cet abattement, alors qu'avec avec le pacte du Trade, l'abattement, en fait, on ne consomme plus que 9 680 €, ce qui rend les 90 000 € restants toujours utilisables. Donc là, pareil, en fait, hein, ne faites tous les schémas. Enfin, vraiment, alors, je ne sais pas si vous travaillez avec des cartes mentales ou représentez un maximum les choses sous forme de schéma. On vous écoutera bien plus. C'est pareil, en fait, enfin là, j'en ai pas dans mon exemple, mais quand vous avez des avantages et des inconvénients et différentes solutions, je crois que j'ai vu qu'il y avait un tableau possible pour écrire. Euh, Présenter sous forme présenter les avantages et les inconvénients dans des tableaux, mais sans faire des longues phrases. Au niveau de la forme, je vous conseille, c'était juste une phase technique là. Donc au niveau de la forme, je vous conseille d'imprimer la problématique et le plan que vous retenez pour l'oral et de donner la feuille au jury. Donc ceci parce que en fait, c'est important pour nous de noter la problématique et de noter votre plan retenu. Si vous faites ce travail pour nous, eh ben, ça nous évitera de passer du temps à recopier. Et puis surtout, du coup, là, sur votre feuille, vous pourrez mettre un plan détaillé. C'est-à-dire que vous afficherez juste le grand 1 et le grand 2. Enfin, grand 1, grand 2, grand 3. Il y a pas de nombre de parties imposées, hein. Vous faites le nombre de parties que vous voulez. Mais vous mettrez juste des grands titres, hein, grand 1, grand 2, grand 3. Et par contre, au niveau du jury, vous pouvez très bien donner un plan détaillé. C'est un conseil que je vous donne. Je reviens sur mon diaporama. Vous pouvez aussi imprimer les schémas clés. S'il y a des schémas que vous jugez très importants, vous pouvez les imprimer. Les questions possibles. Au niveau des questions possibles, le jury va vous poser tout type de questions en lien avec ce qui a été dit dans le rapport ou à l'oral, y compris sur le processus. C'est-à-dire que euh, si une question vous surprend ou vous déplaît, ne soyez pas agressif. Si par exemple on vous dit dans le processus, vous l'avez fait sur le logiciel un tel, pourtant vous avez fait une erreur. Ben vous pouvez en fait être surpris que le jury vous parle du processus alors qu'on vous a dit que à l'oral on ne parle pas du processus. Alors certes, vous n'allez pas à l'oral, vous n'allez pas enfin présenter le processus, mais si le jury vous pose une question sur le processus, c'est parce que vous avez abordé le processus dans votre rapport. Donc il a tout à fait le droit de vous poser cette question-là. Donc je vous dis ça parce que c'est du vécu, hein. Ne commencez pas par agresser le jury en lui disant mais enfin pourquoi me parlez-vous du processus? Je croyais que c'était interdit. Donc là, le jury va pas du tout apprécier. Euh, Et puis, si vous dites que vous avez fait une erreur, ben oui, vous avez peut-être fait une erreur au niveau du logiciel. Après, ça peut aussi être une question piège. Est-ce que vous savez si c'est juste ce que vous avez fait?
Et donc, ben, c'est à vous de savoir. En tout cas, soyez avenant. C'est-à-dire, vous avez le droit de dire, ben non, il me semble que c'est comme ça qu'on fait, mais je peux me tromper. N'oubliez pas, c'est un exercice de communication. Attendez-vous à des questions ultra précises, ultra techniques. Donc, vous allez, enfin vraiment, vous pouvez avoir des questions très, 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 très précises, et en particulier sur le contexte. Parce que c'est, enfin, je sais pas si vous travaillez ou pas en cabinet, je sais pas quel est votre profil, mais même pendant le stage, enfin, ou pendant vos études, vous avez bien vu que chaque réponse, chaque solution apportée est une solution qui dépend du contexte. Donc, on va vous poser plein de questions sur le contexte. Et les je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas, ben ça montre pas, ça montre une attitude de pas très curieuse. Donc vous devez vraiment être très 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 renseigné sur le contexte de votre thème. Une chose que je vous, une règle qui est implicite dans les jurys, c'est qu'on ne tire pas sur une ambulance. Alors qu'est-ce que ça signifie ce que je vous dis là? Ça veut dire que si le jury, si vous avez l'impression d'être face à un jury hyper agressif, qui vous pose plein, plein, plein de questions et que vous êtes, enfin, que vous sortez de là en ayant l'impression d'être allé sur un ring de boxe et que vous êtes KO, ben, je dirais qu'en fait, finalement, ça doit être une bonne chose. Parce que le principe, et on a un principe qui dit qu'on ne tire pas sur une ambulance. C'est-à-dire que si on vous pose plein, 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 plein de questions et que, on vous pousse dans vos retranchements, c'est qu'on estime que vous êtes capable d'aller dans ces retranchements-là. Si ce que vous faites est vraiment mauvais, à la limite, on va être gentil avec vous. Alors, ça veut pas dire qu'un jury gentil. Alors, c'est pareil, hein, il n'y a pas des jurys gentils, des jurys méchants. Tous les jurys, en fait, ont des bonnes notes et des mauvaises notes, qu'ils soient en apparence gentils ou qu'ils soient en apparence méchants. Donc, le jury, en fait, ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas parce que vous avez l'impression de vous faire assommer que le jury va vous assassiner ensuite. De la même façon, hein, c'est pas parce que vous avez l'impression que le jury a été super gentil avec vous que vous allez avoir une mauvaise note. Mais ne soyez pas dramatisé si vous avez l'impression qu'on vous a assassiné, quoi. Une chose que vous pouvez faire et qui fonctionne en fait pas mal, c'est que il est possible d'anticiper des questions possibles. Désolée, j'avais pas vu que j'avais mis deux fois possible dans ma même phrase, pardon. Euh, il est possible, en fait, l'IA peut vous aider à anticiper les questions autour de votre thème. Donc, bah, vous placez l'IA dans le contexte, vous dites que vous lui demandez de se positionner comme un expert comptable qui interrogerait un candidat sur tel thème. Et puis après, bah, vous savez comment fonctionne l'IA, hein, donc vous pouvez ajouter des infos très précises sur le thème, sur le contexte, etc. Et bah, vous pouvez voir donc ce serait une utilisation assez intelligente de l'IA ne ferait pas votre travail, hein. Vous ne demandez pas à l'IA de faire votre. Alors là, pour le coup, ce serait la plus mauvaise des idées, hein, de dire à l'IA, je te donne mon rapport de stage, vas-y, crée-moi le support. Là, je pense que ce serait une mauvaise idée. Mais par contre, aussi, si vous utilisez l'IA pour anticiper des questions, peut-être que vous aurez quelques questions auxquelles vous n'aviez pas du tout, du tout, du tout pensé et qui seront des questions en fait que finalement le jury vous posera. Je dis pas que le jury va utiliser l'IA pour vous poser des questions, mais ça peut être un exercice intéressant en fait. Alors, au niveau des questions de communication professionnelle, qu'en est-il? Donc, je voulais faire un petit point là-dessus avec vous. Euh, Au niveau des questions de communication professionnelle, il y a de ça, je vais dire 2 ans, peut-être 2, 3 ans. Il y avait systématiquement des questions de communication professionnelle à l'oral, à l'issue de la phase d'échange autour du thème, parce que au niveau de la notation, il y avait 3 points spécifiques prévus pour ces questions de communication professionnelle.
Aujourd'hui, il n'y a plus ces trois points-là. En fait, ces trois points-là sont inclus, c'est-à-dire qu'avant, c'était, je sais plus, ça devait être 8. Je sais plus comment c'était. Ça devait être un truc sur 8, un autre sur 9 et des questions sur 3. Je sais plus dans quel ordre. Ça devait être le rapport sur 8, l'oral sur 9 et les questions de compro sur 3, alors que maintenant, c'est 10 et 10. Donc, il y a plus ces questions sur 3, mais c'est inclus en fait dans un tout. C'est-à-dire que on demande en fait, on attend de vous que vous ayez une attitude professionnelle et que vous mettiez en œuvre des compétences de communication professionnelle. Des compétences, ces compétences qui peuvent être à l'écrit, ces compétences qui peuvent être à l'oral. Bon, vous connaissez le programme de communication professionnelle. La réponse que je vais vous faire va dépendre des académies. Bon, même s'il y a une entente nationale, mais par exemple, dans l'académie où j'enseigne donc à Toulouse, on ne vous, on regarde en fait si vous avez mis en œuvre ces compétences dans le rapport, enfin et à l'oral, et si ces compétences ont été mises en œuvre, on considère que c'est et que vous avez fait un oral qu'on va considérer comme satisfaisant, vous pouvez n'avoir aucune question de communication professionnelle. En revanche, si on considère que ces compétences n'ont pas été mises en œuvre ou si votre oral est un peu défaillant et qu'on se dit on va essayer de rattraper le candidat, ben à ce moment-là, vous aurez des questions de communication professionnelle. Les questions de communication professionnelle, normalement, vont être des questions mises en contexte. C'est-à-dire, par exemple, euh, ben, vous êtes alternant dans tel cabinet. Comment avez-vous fait pour trouver cette alternance? Voilà, ça peut être une question, ou donc du coup, dans laquelle vous allez expliquer comment vous avez fait votre CV, comment s'est passé l'entretien de recrutement, quelles erreurs il ne faut pas faire lors d'un entretien de recrutement. Donc là, en fait, vous allez mettre en œuvre, euh, ça va être l'occasion d'expliquer le programme donc que vous avez appris, mais normalement, c'est pas hors contexte. C'est-à-dire qu'on va pas vous dire quelles sont les compétences à mettre en œuvre lors d'un entretien de recrutement? En général, en fait, on va vous mettre dans un contexte. Les questions ne sont pas des questions compliquées. Donc, ne cherchez pas des choses compliquées. Si par exemple, on vous pose des questions sur les réseaux sociaux professionnels, ben, vous connaissez les réseaux sociaux professionnels et vous utilisez votre bon sens pour y répondre. Entre votre bon sens et le cours que vous avez eu, normalement, ça devrait aller. Voilà. Au niveau de l'attitude qu'on attend de votre part. Donc, vous devez toujours rester avenant et dans une démarche d'ouverture. N'oubliez pas, c'est un exercice de communication. Il est bien évidemment possible de dire, lorsque vous allez avoir plein de questions, je ne comprends pas ce que vous attendez de moi. C'est-à-dire que parfois, ben, le jury vous pose une question et vous comprenez vraiment pas où il veut en venir, quoi. Ben, vous dites, pourriez-vous préciser votre question et pourriez-vous expliciter tel mot, me dire ce que vous entendez par cela? Voilà, vous pouvez tout à fait demander à reformuler, bien évidemment. Et voilà, j'ai fini mon support et je suis à l'écoute de vos questions. Donc ça fait, oui, ça fait à peu près 1 heure que je parle. Je vais commencer à lire les questions. Alors, j'en ai très peu en fait dans le chat. J'ai très très peu de questions. Je ne sais pas si elles sont écrites directement. Je vais lire les questions que j'ai en tout cas là pour le moment. Donc, hop hop hop. Ah, ça y est, il y a plein de questions qui arrivent. Hop. Alors, j'ai une petite question sur mon rapport de stage que j'ai rendu. J'ai oublié d'enlever le nom de mon école. Est-ce que c'est grave? Ben, je dirais que déjà, vous l'avez rendu, donc c'est fait. Normalement, on n'écrit pas le nom de l'école, mais non, ce n'est pas grave. Voilà.
C'est pas grave. Est-ce qu'on est assis pour la présentation? Oui, donc ça j'ai répondu. Euh, Lorsque j'ai mis mon rapport en PDF, mes notes de bas de page se sont mélangées avec ma pagination. Est-ce qu'en venant avec le rapport écrit, ça me dépénalisera au niveau de la note sur la mise en page du rapport? Euh, oui, en fait, dépénaliser. C'est vrai que cela va, enfin, cela aura rendu la lecture du jury plus compliquée, mais vous vous en êtes rendu compte. Vous réimprimez votre rapport comme il faut. Ce serait bien de savoir comment cette erreur a été faite, si on vous pose la question. Comme ça, vous expliquez l'erreur que vous aviez faite voilà, qui a, qui a rendu, enfin, qui a généré ce problème. Et puis, voilà. Est-ce qu'on peut utiliser Canva pour la diapo? C'est déconseillé. Non, tout à fait, vous pouvez. Alors, Canva, oui, je suis en train de réfléchir. Oui, c'est ça, c'est Canva qu'utilisent les étudiants souvent pour. Non, il n'y a pas de souci, vous pouvez tout à fait utiliser Canva. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez, mais la seule chose à laquelle il va falloir faire attention, c'est que si vous utilisez quelque chose qui doit fonctionner en Wi-Fi, vérifiez que vous ayez du Wi-Fi pour faire votre affichage, que vous puissiez récupérer votre rapport. Si vous l'avez fait sous Canva, faites à minima un export de votre présentation en PDF pour pouvoir, dans le pire des cas, avoir le PDF à présenter. Parce que si vous n'avez ni Canva, parce que vous n'avez pas de Wi-Fi, vous avez un souci X ou Y, ce jour-là, votre connexion, vous utilisez Orange et le réseau est planté, enfin, je ne sais quel problème technique, pour que vous puissiez, en fait, continuer enfin, que vous puissiez présenter quelque chose sans être embêté. Est-ce que la problématique doit être la même que celle de notre rapport de stage? Euh, Alors, le thème doit forcément être le même. La problématique, vous pouvez, je sais pas, si par exemple, en fait, vous avez votre problématique, c'est pourquoi et comment, je ne sais quoi, et que vous avez décidé de n'axer que sur le pourquoi, enfin, que sur le pourquoi ou que sur le comment, et que dans le rapport, vous aviez fait pourquoi et comment. Vous pouvez, si vous voulez. Après, je vous dirais que ça aussi, ça dépend du contexte, quoi. Il faudrait que j'ai un peu plus d'informations pour vous répondre. Je vais dire que dans l'absolu, oui. Après, c'est au cas par cas. Il faut bien présenter le cabinet et nos missions. Oui, mais rapidement, en fait. 1 ou 2 minutes, pas plus. Et en fait, alors, je vous dis pas de le faire parce que ça va dépendre des académies, mais dans l'académie de Toulouse, et puisque c'est l'académie que je connais, j'ai des candidats qui ne présentent même pas le cabinet et l'émission et qui partent directement sur le thème parce qu'ils sont déjà 15 minutes sur le thème. À Toulouse, c'est accepté. Après, je sais pas si dans les autres académies, c'est accepté. En tout cas, pas plus de 1 ou 2 minutes, hein. Le jury n'attend qu'une chose, c'est la présentation de votre thème. Il ne faut pas le présenter le processus. Non, surtout pas. Ne présentez pas le processus. Le processus n'est qu'à l'écrit et éventuellement dans les questions du jury, mais pas dans la présentation. Si on fait un erratum, il est à inclure pendant l'oral ou il se fait durant le moment réponse aux questions. Non, en fait, si vous avez un erratum, dès que vous arrivez, alors soit en fait vous avez présenté votre convocation, votre pièce d'identité en amont, et parce qu'il y a un secrétariat, et s'il n'y a pas de secrétariat, ben, vous le faites auprès du jury. Mais c'est dès que vous rentrez dans la salle que vous donnez une feuille erratum. Voilà. En marquant page temps, lire ça et non ça. Qu'est-ce que vous entendez par contexte? Je n'ai pas de contexte principal dans mon rapport écrit. Que dois-je faire concrètement? Orienter mon oral sur des exemples liés à un contexte. Alors, le contexte, en fait, alors, qu'est-ce que j'entends par contexte? Vous avez travaillé sur un thème. Je reprends l'exemple là pour lequel je vous avais mis des schémas.
Le thème, c'était une transmission de patrimoine, une transmission de société, je crois. Donc, quelqu'un qui partait à la retraite et qui transmettait la société à ses enfants ou à je sais plus qui. Donc, le contexte, en fait, ça veut dire que je n'ai pas fait un rapport purement théorique sur qu'est-ce que c'est qu'une transmission de société. C'est-à-dire que si j'ouvre un livre de droit des sociétés et je vais chercher en fait ce qu'on m'explique comment on transmet une société. Ça, c'est quelque chose de purement théorique. Au niveau de votre rapport, il ne faut pas faire quelque chose qui soit purement théorique. Il faut en fait partir d'un cas et la théorie n'est là que pour être au service du cas étudié. C'est-à-dire, si je reprends mon exemple de transmission du patrimoine, ben, la société machin truc a choisi le gérant part à la retraite. Le gérant était marié, avait des enfants. Enfin bref, on explique qui est ce gérant parce que ben, selon s'il est marié et qu'il a des enfants, bien évidemment la transmission. Enfin s'il n'est pas marié, et qu'il n'a pas d'enfants, ben, le problème de la transmission ne se pose même pas. Et s'il est marié et qu'il a des enfants, est-ce qu'il est enfin, quel est sous quel régime est-il marié, s'il y a un régime, etc. Donc le contexte, en fait, je sais pas si vous travaillez en cabinet ou pas. En tout cas, vous avez fait à minima fait un stage en cabinet. Quand il y a un client qui vient dans le cabinet, il vient et il vous expose son cas. Il vient pas en vous disant simplement, je veux transmettre ma société. Que va lui répondre le cabinet quand le client arrive et il dit, je veux transmettre ma société? Ben, le cabinet va lui répondre, OK, ben, présentez-vous, dites-moi quel est votre problème. Euh, donc vous avez une société, depuis quand? Une société de quoi? Qui fait quoi? Donc c'est ça le contexte en fait. Alors, si vous vous dites aïe 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 aïe, je n'ai rien fait de tout ça et j'ai rendu un rapport purement théorique, ben, je vais vous répondre qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, surtout sur l'UE13 où vous avez une phase d'écrit et une phase d'oral, et où l'UE13 est vraiment l'occasion d'avoir de très très bonnes notes. Et je dirais surtout et d'autant plus si vous travaillez, enfin si vous avez beaucoup d'expérience en cabinet, hein, parce que c'est une grande force par rapport à ceux qui n'ont fait que 8 semaines de stage. Bon, 8 semaines, c'est ce qu'on vous demande, hein, mais si vous avez en plus, si vous travaillez, si vous êtes en alternance, c'est vraiment une grande, grande force. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, vous avez fait votre écrit et vous pouvez plus revenir dessus. Mais lors de l'oral, ben, vous corrigez le tir en disant, voilà, je vous ai rendu un rapport purement théorique. J'ai appris que j'avais fait une erreur et qu'il fallait que je présente en fait une situation pratique. Donc, je vais illustrer le rapport que j'ai choisi en prenant le cas de... Et donc là, en fait, vous rattrapez, je veux dire, tout votre écrit, quoi. Donc, ça veut pas dire que enfin, vous pourrez peut-être avoir une pénalisation sur l'écrit, mais pas, même pas forcément. Alors, justement, par rapport à ça, je vous donne une info. On vous met pas, en fait, une note d'écrit. C'est-à-dire que avant de vous voir, on vous met pas une note sur 10 puisque l'écrit est sur 10 et ensuite un oral. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, l'écrit, on ne sait pas si c'est vous qui l'avez écrit ou pas. Donc, on a confirmation de votre écrit, on a confirmation de qui a fait l'écrit, quand en fait on vous entend à l'oral et qu'on vous interroge dessus. Donc, on note finalement un ensemble. Et lorsque vous présentez votre oral, on voit en fait, lorsque vous présentez votre oral, on va voir si c'est vraiment vous qui avez rédigé l'écrit ou pas. Et quand on va vous poser des questions, ben, on va encore plus avoir confirmation de cela. Voilà. Donc, si vous faites un très très bon oral et que vous répondez bien aux questions et que par contre, au niveau de l'écrit, vous n'étiez pas complètement dans les clous,
et par exemple vous avez rendu un rapport purement théorique, ça vous empêchera pas d'avoir 16 ou 17, hein. Enfin, vous aurez peut-être une petite pénalisation, mais vous pourrez quand même avoir une très très bonne note. Donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça. C'est vrai que vous avez la chance, en fait, sur cette UE13, euh, d'avoir en fait une épreuve en 2 temps. Donc vous pouvez rattraper des choses. Du coup, en termes de questions de communication, on n'aura pas vraiment celle portant sur les théories de la communication. Alors, les théories de la communication, je ne sais pas quel a été votre support de cours, mais en tout cas, ce que Michael m'a envoyé, ce n'était pas des théories à proprement parler de la communication, hein, c'était des compétences de communication, mais pas vraiment des théories de communication. Avant, en fait, il y avait vraiment des théories de communication. Euh, non, en fait, ce sont des compétences autour, je sais pas, par exemple, au niveau de la recherche d'informations, on va vous dire, ben, pour mettre en œuvre ce rapport, vous avez cherché des informations et donc, eh ben, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder votre bibliographie. Et donc, on va regarder votre bibliographie puisque c'est là que vous allez mettre les informations que vous avez recherchées pour votre rapport. Donc, si dans votre bibliographie, vous n'avez que, par exemple, le DUDO droit des sociétés, là, on va dire, ben, les compétences sont, enfin, la mise en œuvre des, des compétences est insuffisante. On ne peut pas avoir que le DUNO droit des sociétés pour faire le rapport. Mais vous pouvez, encore une fois, compléter votre bibliographie à l'oral en disant, ben, pour préparer mon oral, j'ai fait des recherches sur d'autres supports. Voilà. Je suis arrivée à la dernière des questions. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Le document, en fait, ne vous sera pas communiqué. C'est-à-dire que le jury complète cela, mais si vous demandez en fait à savoir enfin, à savoir comment vous avez été évalué, cette grille ne vous sera pas communiquée. Et donc, au niveau du rapport, en fait, on regarde que vous avez respecté les normes écrites de Compro, c'est-à-dire que le rapport est lisible, que le sommaire est paginé, automatisé, que la présentation est structurée, que le rapport est illustré, qu'il y a une bibliographie, que vous vous êtes exprimé selon un registre professionnel adapté au niveau de l'orthographe, de la syntaxe, de la clarté, du vocabulaire adapté. Donc vous voyez que là, si par exemple il y a des fautes, etc., c'est pénalisé. Donc là, je suis au niveau du rapport. Donc ça, c'est le point 1 sur la présentation de l'entreprise de l'activité, le processus. Donc la présentation puis l'analyse du processus. On va vérifier que le thème que vous avez choisi est en lien en fait avec votre entreprise d'accueil, les pratiques professionnelles et en lien avec le DCG, que le rapport est structuré, que vous avez bien analysé le contexte dans lequel s'inscrit le sujet. Donc là, tout à l'heure, quand j'ai eu la question sur le contexte, ben là, ça fait hic sur l'écrit. Que le candidat a relié la pratique professionnelle au concept, c'est-à-dire que on n'est pas dans un rapport purement théorique, hein, que le candidat a été capable d'avoir une analyse réflexive et critique, donc par rapport aux missions confiées à l'organisation d'accueil. Et ensuite, ça, c'est la soutenance de stage. Donc, on me disait tout à l'heure, si on fait mal notre support, enfin notre diaporama. Ben, en fait, c'est là qu'on va dire que c'était pas bien, puisque vous n'avez pas été capable de bien mettre en valeur votre travail. Construire un exposé, donc avec une intro, un plan cohérent, une annonce du plan et une conclusion. Et ensuite, là, on évalue les échanges avec le jury. Donc, être capable pour le candidat de communiquer avec le jury lors de la phase d'entretien et formuler des réponses pertinentes aux questions du jury portant sur le thème et sur l'exposé. Voilà. Donc là, les réponses sont évaluées ici. Et ensuite, réaliser une présentation orale. Donc là, on est dans la communication orale, hein, comme tout à l'heure, on était dans la communication écrite. Attitude générale, confiance en soi, fluidité de l'expression et niveau de langage.
Et donc, oui, ben, vous voyez, la nouvelle grille a même disparu. Avant, c'était 10 et 10, et maintenant, c'est même plus 10, c'est un total directement sur 20. Et si vous, en fait, vous demandez, en fait, vous avez une note et vous demandez des explications, la seule chose, en fait, qu'on vous communiquera, c'est ça. C'est-à-dire l'appréciation générale sur la partie écrite, l'appréciation générale sur la partie orale et les compétences évaluées. Voilà. Donc, vous aurez juste ça. Donc, voilà pour répondre à votre question.